Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié cette fois-ci au microbiote et aux troubles digestifs. Alors aujourd'hui, j'accueille le professeur Joël Doré. On l'appelle Monsieur Microbiote. Donc Joël, tu es directeur de recherche à l'INRAE et vraiment, c'est un honneur de te recevoir à ce podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir, Céline. Alors, on va se plonger un petit peu dans les travaux avec toi, dans tes travaux en fait, dans tes recherches. L'idée un peu de cet épisode, c'est de se projeter un petit peu dans l'avenir et de voir justement qu'est-ce que la recherche va apporter au quotidien pour les gens qui ont mal au ventre, j'ai envie de dire un peu comme moi, un peu comme mes patients. Et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va se passer concrètement pour nous à l'avenir en fait. Donc avant de voir un petit peu tous ces sujets, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors moi j'aime bien faire ces présentations un petit peu courtes, donc tu as 3 mots. Et explique-nous un petit peu pourquoi tu as choisi ces 3 mots. 3 mots. OK. Alors, je vais dire microbe. En fait, toute ma carrière scientifique a porté sur l'étude du microbiote intestinal des animaux et de l'humain. En deuxième, je dirais symbiose. Symbiose au sens relation entre des êtres vivants, au sens où ma carrière m'a poussé à évoluer d'une vision des choses où le microbiote était un peu central à finalement une vision des choses où c'est vraiment la relation entre l'humain et ses microbes, l'humain microbien, et son monde intérieur qui est central. Et en troisième, je dirais Gaïa. Gaïa au sens la Terre comme un être vivant et qui souligne là encore l'importance des relations comme vraiment un élément essentiel et majeur. Et ce qui est intéressant pour moi dans mon parcours professionnel, c'est que finalement, en essayant de comprendre un petit peu mieux comment l'alimentation, comment les leviers qu'on peut utiliser pour faire un petit peu mieux dans la relation qu'on a avec nos microbes, euh, on met en évidence des leviers. Et en fait, ces leviers collent assez bien avec les leviers qu'il faudrait actionner aujourd'hui en termes d'alimentation et nutrition humaine pour faire un petit peu mieux dans la relation qu'on a globalement avec la planète, en fait. Donc, du coup, les choses s'alignent assez bien. Ok, ah, c'est intéressant de voir un petit peu ce fil conducteur que tu as, parce que en fait, tu as fait ça, enfin, tu fais ça toute ta vie, en fait, Oui, de ça la fait plus de recherche, c'est 40 ta ans vie. en fait que je bosse sur le microbiote et en réalité au début c'était plutôt exotique hein, le microbiote intestinal. J'avais des collègues qui travaillaient sur les microbiotes des océans ou du sol ou des environnements aquatiques, mais on n'était pas nombreux à travailler sur le microbiote intestinal au sens le microbiote comme un élément protecteur en fait quoi, parce qu'il y a quand même depuis longtemps des travaux suite à Pasteur et autres sur les microbes pathogènes mais pas beaucoup sur la relation microbiote hôte au sens protecteur, quoi. C'est ça, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le Far West, le microbiote de la recherche. Tout le monde se met dessus, mais toi, tu as été un des premiers, en fait, à t'intéresser à ça. Oui, j'étais assez pionnier, effectivement. Alors, Far West au sens un territoire nouvellement conquis, on va dire. C'est ça. Cette définition-là de Far West, ça me va à peu près. Ouais, pour moi, donc, c'est plus de 40 ans. Ça a été une évolution incroyable, en fait, hein. Et il y a eu des moments assez clés. Par exemple, quand Julia Enders publie Le charme discret de l'intestin, bah, c'est un élément incroyable en termes de prise de conscience en population générale de l'importance que peuvent avoir les microbes et les microbiotes. Donc cet ensemble de micro-organismes avec lesquels chacun de nous interagit en permanence et qui sont présents sur la peau et à toutes les interfaces internes qui sont exposées à l'extérieur, dont le tube digestif évidemment. Euh, C'est ça, je me et donc, rappelle avoir lu ce livre et ça m'avait marqué parce que moi qui avais toujours mal au ventre, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'avoue que c'est un des départs pour moi aussi ah oui, de ça a été m'intéresser un peu à ça. Ouais. un moment spécial. Et puis, après, bah, il y a eu des facteurs de motivation importants, hein, des avancées de connaissances dans le domaine, et ça a été deux grands facteurs. Le premier, c'est l'épidémiologie, qui nous a dit, au tournant du siècle, en fait, hein, une publication nous a dit, ben, entre 1950 et 2000, on a réussi à contrôler les maladies infectieuses
de façon assez impressionnante avec l'hygiène, avec les antibiotiques, avec la vaccination. Mais dans le même temps, ce qu'on a observé, c'est une augmentation d'incidence incontrôlée des maladies chroniques. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est une épidémie de maladies chroniques et elle est encore incontrôlée aujourd'hui, quoi. On voit augmenter le diabète, l'obésité, la NASH pour les maladies du foie, etc. Et puis le deuxième point important de motivation pour nous, ça a été les avancées technologiques. Aujourd'hui, Ouais. on est capable de caractériser le microbiote intestinal indépendamment de la culture au laboratoire sur nos milieux de culture artificiels par la génétique. Et donc, on séquence, comme on séquence le génome humain, on séquence l'ensemble des génomes de tous les microbes de l'intestin humain. Et c'est un accès en fait à une biodiversité incroyable. Donc, du coup, ça a permis des progrès de connaissances assez impressionnants. Ouais, j'ai l'impression que ça s'accélère en fait. Ouais, C'est, oui, oui. c'est, on va vers voilà, le Graal digestif. C'est vrai qu'on parle de microbiote. Moi, je parle beaucoup de troubles digestifs, mais on verra un petit peu après. J'avais une petite question pour toi par rapport à ça. Voilà, c'est que le microbiote, c'est pas seulement du trouble digestif, mais ça, j'en parlerai après. Mais Mhm. avant, j'aimerais bien juste que tu nous expliques ce que c'est que le microbiote, parce que bon, nous, on sait, on en entend beaucoup parler. Bon, on pourra en parler pendant un siècle. Je me rappelle qu'on avait commencé à parler avec toi. Bon, on va essayer de faire court, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce microbiote et particulièrement le microbiote intestinal en fait? Mhm. Donc moi j'aime bien dire l'humain est microbien, écosystème et symbiose. Et ce que je souligne par cette, cette mention, c'est que en gros, au moment de la naissance, on rencontre pour la première fois le monde microbien. Et tous les organismes vivants sur la planète sont microbiens, sont en interaction avec des microbes. Et donc nous, on devient microbien à partir du moment de la naissance et on va être microbien toute notre vie. Et les microbes sont présents sur la peau, ils sont présents à toutes les interfaces mucosales ou toutes les surfaces de l'organisme qui sont tournées à l'extérieur. Donc c'est la sphère orale et respiratoire, c'est la sphère urogénitale et la sphère digestive, évidemment. Et c'est dans les intestins qu'on a la plus grande richesse et diversité de micro-organismes. Mais il y en a quand même beaucoup sur la peau, il y en a beaucoup dans les poumons qui commencent à être étudiés. Et c'est des microbiotes qui sont globalement stable en fait au cours du temps pour un individu donné, sauf si on change complètement notre alimentation ou si on prend des médicaments ou si on a une opération chirurgicale par exemple. Mais sinon, c'est remarquablement stable au fil du temps. Pour nous, ça veut dire que la photographie du microbiote peut être une information qui caractérise l'individu. On a parlé un petit peu de l'analogie avec l'empreinte digitale. Et effectivement, alors c'est pas totalement stable. Ça va forcément évoluer doucement, mais suffisamment doucement pour que dans l'analyse du microbiote, on reconnaisse une personne 2 ans après, par exemple. Et justement, il y a quoi dedans? Il y a Alors, bah, quoi c'est dans notre plein intestin? de bactéries, et c'est surtout des bactéries. 98% des organismes qu'on a dans l'intestin, c'est des bactéries. Il y a aussi des archées qui sont des micro-organismes qui appartiennent à un domaine un peu particulier, qui sont en termes d'évolution aussi loin de nos cellules humaines à nous et des bactéries, mais c'est des microbes. Et notamment des microbes qui sont impliqués dans la production du méthane dans l'intestin, un gaz de fermentation. Et puis c'est aussi des virus, c'est aussi des levures et des champignons, des moisissures, et puis des parasites, en fait, au sens des protistes, des protozoaires, qui sont à des niveaux de population nettement inférieurs aux bactéries et aux archées la plupart du temps. Et chacun a Donc sa place. on est cette grande richesse et diversité, en fait, quoi. Et c'est ça, j'ai l'impression que chacun a sa petite place et puis qu'ils Chacun a sa interagissent place. entre eux. Ouais. C'est un élément, c'est une bonne façon de le dire. C'est que, en gros, ce qui est important, c'est pas qui ils sont seulement, c'est aussi qu'est-ce qu'ils font en fait. Et ils nous apportent énormément de fonctions. On peut donner 4 ou 5 fonctions majeures. La première, c'est qu'ils vont contribuer à l'alimentation ou à la digestion des composés que nous, on n'est pas capable de digérer. On mange une feuille de salade, c'est de la cellulose en fait pour la partie fibre et on n'a pas d'enzymes pour digérer la cellulose, donc c'est les bactéries qui vont s'en occuper en fait. Et c'est des spécialistes qui dégradent les fibres au niveau intestinal. Après, la deuxième fonction forte, c'est une protection contre la prolifération des microbes de l'environnement. Moi, j'aime bien dire, quand on mange un morceau de fromage, c'est 100 milliards de microbes, en fait, des bactéries, des levures, des moisissures, et aucun de ces microbes ne va s'implanter dans nos intestins parce que notre microbiote exerce cette fonction de protection. En trois, bah, ils vont interagir avec la paroi intestinale
et contribuer à son développement et à son renouvellement en permanence, et également à la production de mucus, qui est une couche, un gel protecteur en fait, qui est produit en permanence et en quantité et en qualité. Sa production est contrôlée en partie par le microbe. En 4, c'est l'interaction avec le système immunitaire. C'est quelque chose de vraiment majeur, c'est les défenses naturelles. Et il faut qu'il y ait une connivence avec le système immunitaire qui fait que nos défenses naturelles reconnaissent notre microbiote comme faisant partie du soi. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance, il y a forcément une maladie, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est typiquement une inflammation liée à la réaction du système immunitaire contre nos propres bactéries intestinales. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les axes intestin, foie, intestin poumon, intestin cerveau, qui sont simplement, ça souligne le fait que nos intestins communiquent par différents mécanismes avec tous les organes de l'organisme humain. C'est vraiment majeur. C'est pour ça que je me suis intéressée à ça. J'ai plongé dedans parce qu'en fait, c'est la base, quoi. C'est nous en nutrition, on a besoin de chouchouter notre microbiote. Bon, on va en reparler, mais on comprend en tout cas pourquoi c'est le Far West de la recherche en fait. Parce que tout Oui, se passe ici. où tout se passe ici, et en même temps, on voit bien comment il y a encore un peu de chemin à faire pour que ce soit vraiment valorisé, utilisé pour la prévention et pour la médecine, quoi. Parce que C'est ça, moi, il y a je encore un gap. commence, voilà, je commence souvent mes présentations en disant l'humain est microbien, écosystème et symbiose, mais en fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant qu'on prenne ça en compte complètement. Et on va en parler. Justement, parlons un peu du French Gut. Moi, j'encourage mes patients à participer au French Gut. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que c'est, cette recherche-là, et qu'est-ce que ça va nous apporter en fait. Est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats? Euh, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Mhm, mhm. Alors, le French Gut ou le microbiote français, c'est un projet, une étude en population avec un objectif ambitieux de recrutement de 100 000 volontaires pour un don de sel qui va permettre de faire avancer la science du microbiote. Et plus précisément, les buts, c'est en un, de décrire les variations naturelles du microbiote de la personne en bonne santé. Donc voilà, quand tout va bien, comment le microbiote bouge, est-ce qu'il est stable, à quel moment il se constitue dans la vie, et quelles sont les grandes écologies microbiennes des intestins humains. On a mis en évidence qu'il y a plusieurs écologies intestinales humaines. En deux, c'est d'identifier et de classer les facteurs qui impactent le microbiote. Et en fait, impacter le microbiote, ça veut dire que ça va impacter la relation qu'on a avec nos microbes et donc potentiellement notre santé. Et on connaît hein, déjà les grands facteurs qui jouent, c'est le stress, c'est les médicaments, c'est l'alimentation, et notamment dans l'alimentation, certains composés particuliers comme les additifs de l'ultra transformé qui vont jouer beaucoup. Puis c'est aussi l'exposition à des composés chimiques de l'environnement, de l'agriculture ou de la pollution. Et puis en trois, comme objectif pour le French Gut, c'est de caractériser les altérations du microbiote dans la maladie de façon plus fine encore que ce qu'on a fait jusque-là, avec des grands nombres, pour développer des stratégies innovantes de prévention et de thérapie. À ce jour, on a reçu les échantillons de plus de 30 000 volontaires, en fait. Donc presque Dans- un tiers de l'objectif qu'on fixe à 100 000 d'ici 2029. Donc il faut encore recruter, on a encore besoin de volontaires. C'est pour ça que ton aide sera précieuse. On a, dans les volontaires jusque-là, à peu près 27% de malades qui, dans l'ordre, sont concernés par le grand domaine des maladies cardiovasculaires, en fait, et notamment l'hypertension et les contextes de risque de crise cardiaque, par exemple, hein, parce que c'est l'ultime en termes de médical. En deux, c'est les maladies du système digestif, effectivement, syndrome de l'intestin irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, et puis d'autres troubles associés. Et en trois, c'est les maladies systémiques et auto-immunes. Et puis ensuite viennent assez vite derrière les troubles neurologiques. Donc c'est tout ce qui est neurodégénératif avec Alzheimer, Parkinson et la neuropsychiatrie avec la dépression, différentes formes de dépression plus ou moins sévères, et puis l'autisme, et puis la schizophrénie, et puis le trouble bipolaire. Parce qu'on se rend Et il compte y qu'en a fait, ça touche beaucoup de pathologies en fait.
Oui, oui, il y a plein d'autres pathologies. Alors du coup, nous, on a comparé hein, les patients et les sujets sains dans un grand nombre de contextes de maladies chroniques et on a assez souvent mis en évidence une altération du microbiote qu'on a appelée dysbiose et qu'on voit aujourd'hui comme une composante d'altération de la relation de symbiose entre l'humain et ses microbes. Mm. On a un premier article en cours d'écriture pour l'étude des premiers 5000 analyses complètes. Donc les échantillons de sels reçus sont traités par nos outils d'extraction d'ADN et de séquençage du microbiote à INRAE. Et après cette première publication, bah, on aura une autre publication pour les premiers 10 000 patients, etc. Patients et volontaires. En termes de Ça veut dire, résultats, hmm, ouais, excuse-moi, ça veut dire du coup, à chaque fois, vous allez nous tenir informés en fait oui, 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 de ce oui. qui se passe. En fait, on n'attend pas les 100 000, on commence déjà. Tout à fait, tout à fait. Ok. On analyse au fur et à mesure et on analyse dans des grandes directions en fait, hein, sur ce que j'ai évoqué, sur la relation, enfin, les variations naturelles du microbiote dans la santé, sur la relation entre microbiote et maladie dans les différentes maladies et on voit bien que comme c'est volontaire, bah, finalement on a beaucoup de patients dans certaines maladies mais très peu dans d'autres et donc quand on a très peu de patients, il faudra attendre en fait d'en avoir davantage pour pouvoir participer à la construction de la connaissance. Et nous Et les qui avons résultats mal pour au ventre, l'instant, ouais, on tu as, a tu as du quelque chose. monde qui a mal au ventre? Oui, en fait, les maladies intestinales et le syndrome de l'intestin irritable notamment, c'est le deuxième grand bloc de pathologies hein, qu'on a en termes de volontaires. Et c'est intéressant parce que c'est un bloc compliqué. Le syndrome de l'intestin irritable en soi, c'est plein de symptômes divers et variés. Et donc, c'est important d'en avoir beaucoup pour pouvoir bien séparer éventuellement les choses entre bah, des personnes qui souffrent plutôt de constipation, d'autres plutôt de diarrhée, d'autres plutôt d'alternance entre les deux, et avec ou sans douleur, par exemple. Bah, tous ces paramètres-là, c'est important de pouvoir bien les distinguer pour essayer de voir si on identifie des particularités, des signatures du microbiote qui sont typiques d'un contexte ou d'un autre, quoi, en fait. D'ailleurs, pour rappel, il y a un partenariat avec l'APSID, donc qui est Tout à l'association fait, pour les patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, de façon justement à axer une partie de la recherche sur les gens qui ont le S2I en fait. tout à Donc ça, fait. je trouve ça très intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à participer en fait. Voilà, les patients, notamment les membres de l'APSI, sont invités à participer au projet le French Gut. Et effectivement, la participation des volontaires qui sont sujets à ces contextes de maladie ou ces symptômes, ça nous permettra de vraiment construire la science du domaine, quoi. Pour J'imagine que, l'instant, pardon, j'imagine que tu peux pas le dire encore, mais t'as rien pour nous qui avons mal au ventre là? T'as pas une petite, petite alors info d'avancée ou... on pourra parler de solutions, effectivement. Non, je voulais juste donner quelques résultats parce que finalement, on a un petit peu de vision qui se construit, mais vraiment quelques bullet points, quoi, en fait, hein. On a un lien très fort qui apparaît entre la santé et la diversité ou la richesse du microbiote. Et ça, on l'avait déjà vu, mais là, on le documente de façon implacable. On a aussi cette idée, et on la confirme, que le microbiote chez la personne dans le grand âge, il tend à perdre un peu en richesse et diversité. Et donc, on le confirme à nouveau. Par contre, on a des observations inattendues. Par exemple, bah, il y a quelques espèces qui sont très conservées chez les personnes en bonne santé. On les retrouve. Mais en même temps, chez les personnes en bonne santé, on se rend compte qu'il y a des individus qui, apparemment, ont toutes les bonnes pratiques en termes de mode de vie, en termes de tabac, en termes de... Et malgré ça, qui ont un microbiote pauvre. Et donc, on a une frange de population qui semble être défavorisée en termes de microbiote, et pourtant qui ont un mode de vie intéressant, préventif, ou plutôt microbiote friendly, comme on dit en Ouais. anglais. Et, et donc là, on a besoin de comprendre en fait hein, quels sont les facteurs qui font qu'il y a cette situation. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'on a un microbiote moins riche et diversifié chez les jeunes entre 18 et 30 ans. Et bon, il faudra qu'on le documente davantage avec plus de jeunes en fait dans nos effectifs, plus de volontaires de moins de 30 ans. Mais c'est une question scientifique majeure. Est-ce que cette observation-là,
Est-ce que c'est induit par l'alimentation et donc corrigeable au fil de l'âge chez l'adulte? Ou alors est-ce que c'est une tendance plus lourde, plus forte en fait sur cette Génétionnel. génération Mm. qui fait que potentiellement elle pourrait être encore plus à risque finalement de développer des maladies chroniques puisqu'on a vraiment relié le microbe pauvre à un risque plus élevé de développement de maladies chroniques? Et puis, autre observation inattendue, on a des individus, c'est ce que je disais, hein, dont le mode de vie semble être parfait ou microbiota friendly, mais qui ont un microbiote altéré et qu'on va devoir un petit peu mieux creuser pour comprendre. Il y a une perspective de recherche incroyable. Mm, mm. Oui, oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans le cadre du projet Le French Gut, un lien direct avec le système national des données de santé, si bien qu'on va pouvoir suivre les gens dans leur devenir clinique, on va dire. Et pour des nouveaux patients dans le diabète, par exemple, revenir en arrière sur les échantillons et essayer de voir si on identifie des prédicteurs, en fait. Et ça pourrait être vraiment des éléments importants pour aller un petit peu plus loin dans l'avenir, dans une gestion de la médecine et de la prévention, connaissant le microbiote des individus. Et c'est ça, j'ai l'impression que, en gros, sur cette partie de dysbiose, donc c'est quand le microbiote est déséquilibré, donc on peut se trimballer avec un petit microbiote déséquilibré et pourtant ne pas avoir de troubles digestifs et d'être, on va dire, à risque de développement de maladies chroniques au final. Oui, 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 oui. On l'avait documenté au tout début dans l'obésité diabète. On avait montré que même si, en travaillant avec Karine Clément et ses collègues à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, on avait mis en place une intervention où on proposait un régime qui avait vocation à faire perdre du poids, évidemment, dans l'obésité. Et le surpoids, en fait, c'était de l'obésité légère. Et on s'était rendu compte qu'il y avait 25 à 30% des patients qui ne répondaient pas au régime. Et on a pu montrer que tous ces patients-là avaient un microbiote pauvre. Et donc, la faible richesse en espèces, en diversité du microbiote intestinal était dans ce travail-là un prédicteur de la non-réponse à une intervention. Non seulement il n'y avait pas de perte de poids, mais en plus il n'y avait pas d'amélioration des paramètres comme le cholestérol et les triglycérides sanguins, donc la lipidémie. Il n'y avait pas d'amélioration de l'inflammation et il n'y avait pas d'amélioration de la sensibilité à l'insuline, donc la tendance à évoluer vers le diabète. Et donc c'était des sujets qui étaient effectivement plus à risque. Et donc dans ce contexte-là, ben, on s'était dit la prise en compte du microbiote pourrait être intéressante pour le clinicien. Et on a des démonstrations assez proches dans les maladies du foie, par exemple, où on sait qu'il y a une évolution de la stéatose, le début de foie gras, jusqu'à la NASH, on dit maintenant la MASH en fait, et puis à terme la cirrhose et la nécessité de faire une transplantation de foie. Et ce contexte-là, cette évolution, on sait très bien qu'elle est associée à une perte de richesse et de diversité du microbiote intestinal. Et ça peut servir d'indicateur finalement de la sévérité et ou de la vitesse de progression. Donc on voit que voilà, il y a une pertinence à continuer à creuser ces questions-là pour faire du microbiote un outil au service de la médecine de demain ou de la prévention. J'ai presque envie de dire en t'écoutant que nous qui avons mal au ventre, on a presque de la chance en fait, parce qu'on a un indicateur de microbiote qui est peut-être déséquilibré. Donc il y a Alors des oui, gens d'une qui certaine se façon, trimballent, voilà, Le sans signe premier en fait. volet, le Mm, premier volet, c'est effectivement les symptômes, quoi, en fait, hein. mm. Et pour l'instant, quand on a travaillé sur des patients avec symptômes, on a effectivement pu documenter, secondairement dans la recherche, qu'il y avait effectivement quelques indications, quelques caractéristiques récurrentes, en fait, hein, que l'on observe. Et le French Gut le confirme pour l'instant. C'est une altération de paramètres du microbiote. Bon, on peut préciser, hein, c'est une Mm. perte de richesse et de diversité, vraiment de façon récurrente, mais c'est aussi une perte d'espèces qui sont normalement conservées et importantes en nombre dans nos microbiotes. Il y en a assez peu, en fait, hein, qui sont très très conservés dans la population humaine, et c'est une petite vingtaine d'espèces, et c'est celles qui vont avoir tendance à sortir de la dominance assez vite quand la pathologie apparaît ou se développe. Et même si on ne sait pas qui de la poule et de l'œuf vient en premier, c'est un indicateur intéressant. Et certaines en plus sont connues pour être capables d'apporter des fonctions protectrices.
notamment par exemple anti-inflammatoires. Et donc, c'est important de pouvoir voir si elles sont là ou si elles disparaissent. Et puis, ce qu'on voit aussi de façon récurrente quand il y a des symptômes digestifs, c'est un gain ou une prolifération d'espèces qui sont plutôt reconnues comme néfastes, en fait, hein, qui vont être favorisantes de l'inflammation et ou qui vont fragiliser la paroi intestinale, par exemple. C'est plus en fait une histoire de composition qui donne plus ou moins des troubles digestifs. C'est pas la même chose que, par exemple, quelqu'un qui a un microbiote, on va dire, qui peut évoluer faire évoluer vers un diabète, que quelqu'un qui a un microbiote qui fait évoluer vers une Mickey, par exemple. Euh, je pense pas qu'on puisse opposer les deux. En tout cas, nous, on observe des choses qui sont assez récurrente. C'est étonnant, ça commence à être bien documenté maintenant dans les publications scientifiques. C'est-à-dire que ce que j'évoquais là, perte de richesse et diversité, perte d'espèces qui sont normalement conservées et qui sont protectrices, et gain d'espèces qui sont plutôt néfastes, on voit la même chose dans le diabète et dans la maladie de Crohn, par exemple. Mm. Et c'est pas nécessairement exactement les mêmes espèces, bien sûr, mais par contre, c'est les mêmes grandes tendances. Mais honnêtement, on peut être que très modeste, hein. On a encore beaucoup à creuser pour être capable de traduire ça en modalité d'action, par exemple, pour vraiment essayer de prévenir la vitesse de progression dans la maladie ou des choses comme ça, quoi. Ok. Ah, c'est super intéressant de voir la perspective en fait que ça donne. Si je reviens 2 secondes sur les dysbioses, c'est qu'on parle de beaucoup de dysbioses différentes. On va parler de candidose, on va parler de SIBO, on va parler de putréfaction, de fermentation. Toi, t'en penses quoi un petit peu de toutes ces dysbioses dont on parle et est-ce que éventuellement c'est des sujets de recherche? Qu'est-ce que ça veut Oui, dire en fait, toutes ces dysbioses-là en fait? on n'explore peut-être pas suffisamment ces aspects particuliers qui sont faciles qu'on peut documenter en analysant les symptômes et en cherchant les causes de symptômes. Mais candidose et SIBO, par exemple, pour moi, ça peut être lié assez directement à une perte de fonction. Quand les choses se dérèglent au niveau intestinal, ça va se traduire par des pertes de fonction et puis évidemment par des symptômes. Et la perte de fonction euh, à laquelle je pense là, c'est cette fonction majeure du microbiote qu'on appelle l'exclusion compétitive, l'effet de barrière ou le fait que le microbiote empêche la prolifération des microbes de l'environnement. C'est l'histoire du morceau de fromage dont je parlais tout à l'heure. Finalement, si on a une altération de notre microbiote intestinal, une dysbiose pour faire vite, on peut laisser la place à des microbes qui vont proliférer. La candidose, c'est une prolifération de la levure candida, notamment Candida albicans. Et alors, c'est aussi favorisé par des pratiques alimentaires où il y aura beaucoup de sucre raffiné, par exemple. Et on sait que simplement limiter l'apport de sucre raffiné peut avoir un effet majeur sur le fait que les candidats vont proliférer dans les intestins. Ça peut même aider à les éliminer. Et puis le SIBO, c'est une prolifération de bactéries de façon anormale au niveau de l'intestin grêle, en fait, hein. Et donc, c'est aussi potentiellement une perte de cette fonction de barrière du microbiote normal à ce niveau-là, même si le microbiote est moins dense, riche et diversifié au niveau de l'intestin grêle par rapport au gros intestin, par rapport au côlon. Ça marche. Et du coup, moi je suis patiente, par exemple, j'aimerais aller mieux. On me propose pas mal de choses quand même. On me propose des analyses, des probiotiques, enfin des solutions en fait qui commencent à émerger. Mm, J'aimerais bien qu'on en parle parce que les patients sont un peu perdus par rapport à tout ça. Tout ouais, d'abord, toutes bah, les analyses, en fait, c'est clair que quand on a mal au ventre comme ça, on nous promet un petit peu du rêve face à des analyses du microbiote, où on sait très bien que la conclusion, ça va être de manger plus de fibres prébiotiques. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ces analyses, parce que, bon, mm, vous, mm. vous analysez le génome, quoi. Donc, est-ce que les patients ont accès à ça pour eux? On parle de l'ARN16S, enfin, tous ces outils-là. Est-ce que ça sert à quelque chose pour un patient lambda de faire une analyse de microbiote pour lui? Ouais, donc c'est vraiment une bonne question, Céline. Il y a des sociétés de services
qui proposent l'analyse du microbiote, et elles sont nombreuses, effectivement. Euh, la difficulté actuelle, c'est qu'on manque de standards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le processus qui conduit au résultat d'analyse, qu'on peut voir comme une espèce de photographie du microbiote intestinal, en fait, ce processus-là, il n'est pas exactement le même dans tous les laboratoires qui proposent ça à titre de service. Et c'est des petites sociétés, hein, la plupart du temps. Et donc, bah, ça veut dire que si on envoyait le même échantillon coupé en deux à deux laboratoires différents, on n'obtiendra pas exactement la même photographie. Et c'est quand même problématique si on veut utiliser cette information pour prendre des décisions en termes de recommandations nutritionnelles ou de choix de médicaments aussi, pourquoi pas. Donc il y a encore un manque de maturité finalement qui complique beaucoup les choses aujourd'hui. Par ailleurs, le microbiote, c'est qu'un aspect, qu'un levier de la symbiose. Donc, on va aller un petit peu dans le détail, mais la relation humain-microbe, c'est quelque chose de global où le microbiote peut être un élément clé, mais il y a aussi la perméabilité intestinale, il y a aussi l'inflammation que souvent la perméabilité va favoriser. Et puis il y a aussi le stress oxydant, qui est ce qui fait vieillir les cellules en réalité, mais qui est une résultante de l'inflammation. Et ces composantes-là, elles peuvent s'auto-entretenir en une sorte de cercle vicieux qui va faire en sorte que bah, quand les choses se dérèglent à tous les niveaux, bah, c'est compliqué de revenir à l'état initial de santé finalement. Et donc, c'est important, hein, ce que je viens de dire là. La symbiose, c'est à minima, c'est probablement une vision simple, mais c'est à minima le microbiote, la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant. Et c'est ça, cet ensemble, cette globalité, en fait, qu'il faut pouvoir gérer par bah, des choix alimentaires ou par des compléments alimentaires qui peuvent être aussi choisis spécifiquement parce qu'il y a une fonction qui a l'air de dysfonctionner. Mais de toute façon, il faut se donner cette vision globale. Donc, pas Euh, tout de suite, les analyses, en gros. alors, ben, voilà, je pense que les symptômes sont un élément clé, et là, c'est le ressenti, donc on les a de toute façon. Si on avait la possibilité, moi je dirais, bah, ce serait bien l'analyse du microbiote, parce que ce serait un élément objectif intéressant, non seulement pour dire, bah, voilà, on voit il est altéré par rapport à ce qu'on va trouver chez les individus en bonne santé habituellement. Par exemple, il a perdu en diversité et en richesse, mais mais il faudrait aussi être capable de documenter l'état de la paroi intestinale. Est-ce qu'elle est trop poreuse finalement, trop perméable? Et donc, est-ce qu'elle laisse passer trop de signal vers la voie sanguine en fait, hein, parce qu'il n'y a qu'une couche de cellules humaines qui sépare le contenu des intestins et la voie De sanguine. l'intérieur. Donc une Mm. monocouche, c'est quand même quelque chose de vraiment essentiel à Sacrée préserver. couche. Et puis, bah, en dessous, il y a l'immunité. Alors, l'immunité, la médecine, c'est assez bien l'évaluer. C'est, par exemple, le dosage de la protéine C-réactive, la CRP, dans le sang. Et donc, les laboratoires de biologie font ça couramment. Et tellement que finalement, la médecine voit ça comme un élément clé. Et donc, elle gère principalement cet aspect-là, l'inflammation, et pas trop ce qu'il peut y avoir autour. La cause. Mm. Voilà, mon message, c'est de dire, bah voilà, la cause, ça peut être une altération globale de la symbiose, et donc il faut essayer d'agir partout en même temps si on veut se donner les chances de casser des cercles vicieux. Alors on Et peut juste, dire, bah voilà, il faut manger des fibres ou prendre des prébiotiques. C'est finalement, si on dit ça, c'est vrai parce que ça peut être favorable à la richesse et la diversité du microbiote, mais ça n'est qu'un levier de la symbiose. Et donc de l'ensemble. Mm. voilà, il faudrait aller plus loin encore. C'est ça. Après, c'est vrai que l'alimentation, enfin, je le vois tous les jours, hein, la recommandation d'alimentation équilibrée, elle est claire, elle est nette, mais concrètement pour les gens, c'est un peu plus compliqué Mhm. de par les tendances personnelles, etc. Mais c'est vrai que plus que l'alimentation est diversifiée, plus elle est microbiote friendly, en fait. Donc, Oui. Enfin, en tout cas, la richesse des apports de végétal, c'est ça. notamment en couleur. Quelquefois, je parle à des nutritionnistes et je dis, bah voilà, moi, ça vous paraîtra compliqué d'atteindre non pas trois fruits et légumes différents par jour, mais plutôt 30
fruits et C'est légumes ça. différents par semaine. Et le moyen simple, c'est je prépare une salade, bah, je vais forcément avoir au moins trois couleurs. Parce que ça va enrichir en fait la diversité des fibres que je vais apporter. Et les microbes, ils ne voient pas arriver les noisettes ou le chou ou la betterave. Ils voient arriver la cellulose, il va arriver des molécules en fait, hein, la pectine, l'amidon résistant, les glycanes, les Le bêta-glucanes. biphénol. Mm. Et tout ça, les microbes sont équipés pour les dégrader, mais si on apporte une richesse et diversité de molécules, bah, du coup, on ouvre des niches écologiques et on va doper la diversité du microbiote intestinal de cette façon-là. Donc, c'est un élément positif en fait en termes de choix alimentaires. Et puis, il y a aussi du négatif, quoi. L'ultra transformé aujourd'hui, c'est beaucoup d'additifs. Et les travaux de mon collègue Benoît Chassin nous montrent que dans les additifs, les émulsifiants sont dévastateurs en fait, hein. Ils vont fluidifier le mucus qui est une couche protectrice, donc permettre aux bactéries d'être beaucoup plus près de nos cellules à nous. Et il ne faut pas qu'elles soient trop près quand même, parce que ça génère de l'inflammation assez vite. Et donc on voit bien comment, si on mange du plat préparé tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, on fragilise notre écosystème intestinal en permanence en fait. Et donc on va favoriser l'installation de potentiellement le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure. C'est ça, il y a des choses simples à faire, j'ai envie de dire en prévention, mais c'est vrai que face à des patients qui ont déjà des troubles digestifs, des fois c'est compliqué, parce que bon, on va pas rentrer dans tout ce qui est alimentation, pauvre FODMAP, ce sont des aliments fermentescibles, etc., qui sont souvent des prébiotiques. Donc ils Hmm. vont nourrir le microbiote, c'est bien pour eux, mais les gens ne les supportent pas. Donc beaucoup vont se tourner vers en fait, des compléments alimentaires prébiotiques, probiotiques, postbiotiques. Et justement, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus sur les probiotiques, parce que quand on va dans une pharmacie, qu'on voit le rayon, c'est assez impressionnant. Il y a des Oui. cocktails, il y a des souches, etc. Hmm. Euh, Moi, je suis plutôt à conseiller des souches particulières plutôt que des cocktails. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette prise en charge, on va dire, par probiotiques? Ouais, ça va rejoindre ce qu'on disait sur microbiote versus symbiose, c'est-à-dire microbiote plus perméabilité, plus inflammation, plus stress oxydant, au sens où je suis pas du tout pour ou contre les souches. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment les souches, effectivement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on documente au niveau de la recherche en termes d'effets. Et donc, bah, si on dit Lactobacillus rhamnosus GG, la souche GG a un effet, bah, c'est parce qu'on a de la science qui l'a démontré en fait, hein. Par contre, je pense que la stratégie qui consiste à tenter de gérer l'ensemble, elle doit forcément passer par une combinaison d'actifs. Donc ça peut être des souches probiotiques en mélange, parce qu'on va en avoir une qui va jouer sur la robustesse du microbiote. Par exemple, la souche que j'évoquais, Lactobacillus rhamnosus GG, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de gastroentérologie pour une prise en association des antibiotiques parce qu'elle renforce la robustesse du microbiote, c'est-à-dire sa résistance à la modification et sa résilience. Il va récupérer plus vite après le traitement. Mais elle ne va gérer que cet aspect-là. Et Mhm. on peut imaginer certaines souches qui peuvent agir sur la perméabilité excessive, par exemple. Il y a un Lactobacillus plantarum, la souche 299V, qui a un dossier scientifique vraiment excellent pour ses effets sur la perméabilité intestinale. D'autres vont avoir des documentations scientifiques intéressantes pour leurs effets sur l'inflammation. Et à peu près toutes les bactéries lactiques auront un effet sur le stress oxydant parce qu'elles produisent des enzymes qui gèrent les radicaux libres qui sont les biomarqueurs du stress oxydant. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est une combinaison de souches choisies semble plus logique pour avoir des effets à tous les niveaux de la symbiose altérée. Ça marche. Et du coup, tout ce qui est postbiotique, butyrate ou symbiotique, hein, des associations prébiotiques, postbiotiques, prébiotiques, enfin bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, tu mentionnes le butyrate, c'est vraiment un produit de la fermentation intestinale qui est d'importance majeure. Il va jouer sur la relation entre le microbiote et le système immunitaire, par exemple. Il va jouer sur le- la préservation contre la prolifération aberrante des cellules de la paroi intestinale, donc c'est un protecteur de cancer.
Il va jouer, c'est une source d'énergie première en fait pour la paroi intestinale, donc c'est aussi un soutien important de son intégrité. Et donc, bah, ce qui est intéressant à voir, c'est par qui il est produit. Il est produit par ces micro-organismes normalement dominants, qui sont les premiers qui vont avoir tendance à disparaître quand on installe le cercle vicieux de la perméabilité, de l'inflammation, du stress oxydant. Et donc, on installe le cercle vicieux qui est plutôt néfaste et on enlève les microbes qui seraient protecteurs. Et donc on voit bien comment butyrate, ça pourrait être une idée intéressante. Maintenant, c'est une idée presque qui s'inscrit dans la pharmacologie en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apporter une solution qui normalement devrait être apportée par des microbes du microbiote normal, mais que là on va apporter en tant que molécule parce qu'on a on a un contexte de pathologie. Donc, pour moi, ça se justifie quand on a effectivement une pathologie un peu sévère, mais ça se justifierait comme une étape intermédiaire parce que ça va aider à reconstruire l'écosystème intestinal et ensuite on a envie de mettre en place une alimentation microbiome friendly, comme on disait, et éventuellement utiliser quelques leviers un peu plus anodins que des molécules à vocation médicamenteuse en fait. Et les postbiotiques, c'est ça aussi, hein. C'est des molécules produites par les micro-organismes qui sont utilisables pour gérer des symptômes, quoi. Parce Après, que, tu mm, parlais de probiotiques nouvelle génération. oui, c'est Ben, ça. Parce que en gros, même en c'est médicaments, oui, c'est ça, c'est des bactéries intestinales dont on a pu documenter des effets bénéfiques spécifiques et qu'on va pouvoir essayer d'utiliser pour gérer une maladie intestinale, par exemple. Et donc, bah, ça s'inscrit dans le développement pharmaceutique, en fait. Le donc symbiotique, ça fait plus référence au mélange c'est prébiotique-probiotique. ça. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où en gros, dans l'idée, si on veut gérer une symbiose altérée, comme c'est une relation compliquée entre des microbes et la paroi intestinale et l'immunité, bah, ça peut être logique de combiner des actifs et notamment un prébiotique qui va doper le microbiote dans sa richesse et diversité et un probiotique qui va gérer par exemple la perméabilité ou l'inflammation, ça peut faire du sens. Enfin, toujours du principe, hein, comme tu disais, que la base, c'est l'alimentation. Des fois, quand ça, c'est problématique, on va chercher un petit peu ailleurs et puis on rééquilibre le tout. Mais c'est vrai que j'ai des patients, le temps que ça se rééquilibre, c'est long, en Ah fait. oui, C'est pour mais ça de toute que c'est façon, solution. c'est long. Moi, j'ai tendance à, quand je recommande pour la famille, en fait, aux cousins, cousines, etc., à dire, bah, voilà, je te recommande d'essayer Lactobacillus rhamnosus par exemple, mais t'attends pas à ce que ce soit du résultat immédiat, donc ne change que ça et attends 3 semaines ou un mois pour commencer à voir si ça a des effets positifs ou pas. C'est ça. Il y a une dernière partie que j'aimerais bien voir avec toi, c'est un petit peu bah, la suite, en fait, l'avenir. On parle beaucoup de transplantation fécale, on en avait parlé un petit peu quand on s'était vu Mhm, à l'association. Bon, on sait que la transplantation fécale, on a beaucoup parlé à un moment, ça a beaucoup aidé pour les gens qui ont un Clostridium difficile. On en a beaucoup parlé pour le SIBO, pour les Mickey. Je sais qu'il y a des tests, des études en ce moment dessus. mhm. Est-ce que c'est si prometteur que ça ou on commence à reculer un petit peu là-dessus? Alors, c'est c'est prometteur et pour Colostrum difficile, c'est utilisé tous les jours à travers le monde. Comment ça s'est passé? Bah, il y a eu une publication en 2013 qui nous a dit si on compare le transfert de microbiote fécal, moi je préfère dire transfert parce que transplantation c'est un organe et on espère installer toutes les cellules. Quand on met un microbiote, c'est-à-dire une écologie, dans un microbiote, une autre écologie, on ne s'attend pas à installer toutes les cellules. Donc, je parle de transfert de microbiote. Bah, quand on fait le transfert de microbiote versus le médicament de dernier recours qui est un antibiotique pour Clostridium difficile, on a 30% de guérison au mieux avec l'antibiotique et l'essai clinique a montré plus de 80% de guérison avec le transfert de microbiote fécal. À tel Non. point que c'était une telle perte de chance pour les gens qui étaient encore dans le bras médecine traditionnelle antibiotique que tous les patients ont été passés en transfert de microbiote fécal. Donc ça a un petit peu marqué la communauté scientifique et médicale à juste titre. Et il y a eu en 2023
3 autorisations de mise sur le marché. Donc, le microbiote est un médicament sur la base des résultats scientifiques dans Clostridium difficile et que dans Clostridium difficile aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres contextes en plein de pathologies, dont des pathologies digestives où ça a été étudié. Par exemple, pour les MIC-I, on a des observations vraiment intéressantes dans la rectocolite hémorragique. Il n'y a D'accord. pas les mêmes observations aussi intéressantes dans la maladie de Crohn. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Et ce qui a été montré dans la rectocolite hémorragique, c'est que sur plus de 10 essais qui ont été faits aujourd'hui, certains utilisent des médicaments préparés donc du contenu intestinal humain sur la base d'un donneur unique et d'autres des poules de donneurs, des mélanges de 3 à 4 donneurs. Et quand on mélange, ben, on a plus d'efficacité pour mettre les patients en rectocolite en phase de rémission de l'inflammation. On ne va pas guérir la maladie, mais par contre, on met les patients en rémission plus efficacement et plus longtemps. Et on attend encore des résultats pour le syndrome de l'intestin irritable. Il y a des essais cliniques en cours, y compris en France. Euh, il faudrait, selon moi, gérer vraiment en fonction des symptômes. Parce que la Mm. dysbiose, elle n'est pas la même quand on a un syndrome de l'intestin irritable dominé par la constipation ou dominé par la diarrhée, ou même quand on a des symptômes qui sont associés à de la douleur. En fait, c'est pas les mêmes C'est pas la dysbioses, même à mon chose, c'est pas les avis. mêmes Et causes. donc, il faudrait arriver à stratifier un petit peu les démarches. Mais je suis pas complètement pessimiste, en fait, sur le fait que ça puisse aboutir. Et ça fait partie des domaines où la médecine n'a pas vraiment de bonnes solutions. Et donc, pour moi, c'est essentiel de voir ça comme des priorités. Quand on est dans des impasses thérapeutiques, alors a fortiori quand il y a une menace vitale, évidemment, il faut que le transfert du microbiote fécal soit considéré comme un traitement potentiel. C'est intéressant parce qu'en fait, on remarque qu'il y a tellement de pistes. Enfin, c'est passionnant. Enfin, je rencontre quand même pas mal de chercheurs Mhm. sur le microbiote, sur tous les troubles digestifs. Et je me rends compte que les pistes sont presque illimitées. C'est pas un peu frustrant au quotidien? En fait, j'ai Bah, l'impression que quand c'est-à-dire vous que commencez à creuser quelque part, il y a un champ des possibles qui s'ouvre encore. non, ce qui est frustrant, c'est le temps que mettent les choses pour que la science se construise et que ça devienne finalement une application en prévention ou en clinique, quoi. Ce temps-là, il est long. Moi, sur mes 40 ans de carrière, j'ai vu des choses évoluer de façon incroyable. Aujourd'hui, l'analyse du microbiote, par exemple, elle est prédictive de la réponse au traitement du cancer. Et on sait que le transfert de microbiote fécal dans ce contexte-là permet de transformer des patients qui seraient non répondeurs Mm. en répondeurs. Et donc, même si ce ne sera pas 100% de gain, ça veut dire qu'on va sauver des vies, en fait, hein, sur la base de la connaissance du microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment des évolutions de la connaissance au service de la médecine qui sont impressionnantes. Et bah, l'espoir, c'est que ce soit euh, aussi un moyen d'avancer dans tous les domaines, quoi. Mm. Y compris dans les domaines neuro, en fait, hein, parce qu'en neurodégénératif ou en neuropsychiatrique, on a des évidences aujourd'hui de dysbiose, aussi beaucoup de symptômes de l'intestin irritable associés. Et c'est des domaines où on pourrait espérer finalement faire avancer la prise en charge en apportant la prise en compte du microbiote intestinal. Ouais, justement, tu fais une belle transition parce que j'allais venir là. Hmm. Les gens qui ont mal au ventre, on dit souvent que c'est dans leur tête. Enfin, mais moi, je l'ai entendu toute ma jeunesse. Oui, Faut oui, déstresser, mademoiselle. Et en fait, on a découvert clairement qu'il y avait un lien entre enfin, ce fameux axe intestin-cerveau. Il y oui, a un lien entre les deux. Donc, c'est pas forcément un facteur causal. Ça peut être un facteur aggravant. Ça peut être oui, plein de choses, en fait. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer cette relation microbiote cerveau et un peu l'axe santé mentale, en fait? oui. Bah, on connaissait très bien l'axe du haut vers le bas, on va dire, comment le stress ou le stress perçu va jouer sur l'axe cortico-surrénal et sur le cortisol, en fait. Et donc, à travers le cortisol, qui est un peu l'hormone de stress, va jouer sur la perméabilité intestinale et va entraîner, par exemple, une diarrhée quand on a un stress d'examen. C'est bien connu. Ce qu'on a mis en évidence depuis à peu près 2010, enfin depuis le tournant du siècle en tout cas, c'est le fait qu'il y a une relation entre le microbiote et le
comportement sur nos animaux de laboratoire, mais aussi entre le microbiote et la santé mentale, en fait, hein. Et donc ça passe par le fait que bah, il y a une relation nerveuse majeure, le nerf vague, ça s'appelle, entre l'intestin et le cerveau, mais aussi par le, le transfert par la voie sanguine de tout un tas de petites molécules, qui sont des petites molécules produites par des cellules humaines spécialisées de la paroi intestinale et aussi par les bactéries, en fait. Et les bactéries, elles peuvent produire des choses qui sont des précurseurs de neurotransmetteurs, donc de molécules actives dans le cerveau. Et bah, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les modèles animaux de pathologie neurologique, par exemple. Et puis, on se dit, bah, c'est probablement une piste d'action possible pour l'avenir, quoi, en fait, pour gérer un petit peu mieux le- les- la santé mentale en général. Et le pourcentage de patients avec syndrome de l'intestin irritable qui ont aussi des troubles de la santé mentale est vraiment au-dessus de ce que l'on a en population générale. Et dans l'autre sens, les patients SI sont nombreux à avoir d'autres troubles associés comme de l'eczéma, des douleurs articulaires ou de l'anxiété et de la dépression en fait. Et donc on voit bien là aussi comment ça peut marcher dans les deux sens. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, sur l'aspect euh, est-ce que c'est pertinent de rechercher la causalité? Je ne sais pas, mais il y a des travaux qui ont utilisé le transfert de microbiote fécal, il a été testé en fait, avec succès, dans l'autisme par exemple, et dans la dépression plus ou moins sévère. Il y a 3 études cliniques dans transfert de microbiote fécal dans la dépression. Ce que montrent ces travaux, c'est que le transfert de microbiote fécal résout en premier les symptômes intestinaux. Et donc, en premier lieu, ce qu'on voit, c'est des enfants autistes, par exemple, qui avaient des symptômes intestinaux sévères, puis qui perdent leurs symptômes intestinaux, et seulement après, qui ont un effet apparent sur les aspects mesures comportementales ou mesures de santé mentale en général. Et c'est la même chose dans la dépression. D'abord, résolution des symptômes intestinaux, et ensuite, amélioration de la perception anxieuse et dépressive. Bon, il faudra des essais cliniques de phase 3 pour aboutir à une application en clinique après une autorisation mise sur le marché de médicaments. Peut-être qu'on pourra aussi affiner la composition des médicaments issus de donneurs, qui sait. Mais en tout cas, c'est des choses qui avancent. Et un petit peu en écho à ce que je disais tout à l'heure, quand il y a une impasse thérapeutique, c'est-à-dire quand la médecine ne sait plus trop quoi faire, il y a pas mal de domaines où on est à ce niveau-là. Et surtout, quand il y a une menace vitale, bah, à ce moment-là, pour moi, c'est une évidence totale de pouvoir essayer le transfert de microbiote fécal pour voir si on ne peut pas améliorer, au moins améliorer les conditions des patients. Parfois, c'est juste améliorer la qualité de vie, en fait, hein. Je pense il y a pas mal de contextes cliniques où c'est intéressant de pouvoir faire ça. C'est ça, ouais. Non, mais c'est intéressant. Bon, ça confirme le fait que tout se passe là, hein, on est d'accord. Mhm. Pour beaucoup, en tout Et cas. ouais, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que demain, ça sera. Moi, c'est un peu le rêve que j'ai en tant que diététicienne, hein, c'est que on ait une nutrition qui soit hyper personnalisée en fonction de notre microbiote et on puisse l'optimiser, éviter les dysbioses. Tout ça, c'est un peu un rêve. Tu penses que pourra se faire un jour? C'est de la pure science-fiction? C'est Alors, Qu'est-ce que tu en en fait, penses? peut-être que réalistement, c'est encore un petit peu de la science-fiction, mais ça reste un objectif réaliste, en fait. C'est surtout ça qui est important. Euh, et, euh, et on peut dire même que la science de la donnée, la data science, qui se développe beaucoup aujourd'hui, notamment avec l'IA, permettra d'aider, en fait, à atteindre cet objectif. Il y a des premiers résultats d'équipes israéliennes qui ont montré dans le diabète, la prise en charge du diabète, que si, pour établir les recommandations nutritionnelles, on prend en compte la composition du microbiote et la réponse à un repas test, et notamment la réponse en termes de modulation du microbiote, bah, à ce moment-là, on arrive à gérer beaucoup mieux le diabète des patients. Et ça se traduit par le fait que sur une semaine, les patients qui sont gérés en prenant en compte leur microbiote ont beaucoup moins
de pic d'hyper ou d'hypoglycémie que les patients pour lesquels bah, on fait le standard de la médecine actuelle, quoi. Donc c'est pour moi une vision réaliste, 100% personnalisée, ça mettra du temps. Par contre, je l'évoquais tout à l'heure, on a identifié des grandes écologies dans la population humaine et je pense qu'on est en train de documenter aujourd'hui que, bah, suivant l'écologie à laquelle on appartient en termes de microbiote et de symbiose, on va être plus ou moins à risque. Et donc, du coup, on pourrait adapter les recommandations nutritionnelles en fonction du degré de risque évalué de l'individu sur la base de l'analyse de son microbiote et probablement des autres paramètres de la symbiose. Euh, Faire de la prévention encore plus pointue, Ouais, voilà. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu aurais je sais pas, une dernière pépite un peu à nous partager avant qu'on se quitte ou je sais pas, un truc Euh, exceptionnel je pense que que tu je vais as me dit à répéter un personne, peu, que tu mais attendais juste pour moi? non, je vais dire manger, c'est nourrir 50 000 milliards de cellules humaines qui composent l'organisme humain, mais c'est aussi nourrir 50 000 milliards de bactéries et bien d'autres microbes. Et c'est surtout donner une sorte d'harmonie en fait à la relation de symbiose qu'on doit entretenir avec nos microbes. Donc le message c'est finalement euh, alimentez-vous, mangez pour nourrir votre microbiote aussi. Prenez soin de votre symbiose. C'est ça, pas juste de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ne voit pas. Exactement. Moi, j'engage vraiment tous ceux qui ont écouté le podcast et tous mes patients à participer au French Gut. C'est assez simple, en fait. On va sur le site et Oui, oui. c'est très Ah simple. ouais, on peut dire www.lefrenchgut.fr. Voilà. Et on est directement sur le site et il y a un petit questionnaire pour savoir si on est éligible. Et en fait, on retient, sauf s'il y a eu des antibiotiques dans les 3 mois qui précèdent, en gros. Et puis ensuite, il y a quelques petits questionnaires pour essayer de finalement mettre en regard le microbiote qu'on va analyser avec les paramètres de habitude de vie, habitude d'alimentation, etc. Et on reçoit à la maison, en fait, quand on est éligible, un kit de collecte qui est hyper simplifié. On a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, pour les gens qui ont plus de 55 ans, c'est très, très proche de ce qu'on fait pour le dépistage du risque de cancer colorectal. En fait, c'est juste un petit écouvillon qu'on va mettre dans les selles. Et puis ensuite, on met ça dans une petite boîte et c'est envoyé par la poste. Donc, c'est très simple, c'est gratuit et ça va nous aider à faire avancer la science du microbiote. Et la première, sur les 5000, la première formation, c'est pour quand, tu sais, Cette année, en fait, cette année? la publication devrait être soumise au printemps et donc on aura avant l'été normalement les premiers résultats qui vont être communiqués ouvertement. Super, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Joël, pour ton temps et d'avoir participé à mon podcast. Merci Euh, Céline, merci pour ce que tu fais. C'est bien, c'est c'est gentil. important. En tout cas, voilà, on suit ça de très près. Et puis, si jamais il y a des grosses, grosses avancées, on tiendra tout le monde au courant. Mhm. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, bon courage avec tous ces troubles digestifs. On va bien y arriver. On va y arriver. On va aller au bout de tout ça.